Et bonjour, c'est Marie Arnoux de Ce Passage et Parle Fort. Je reviens pour un épisode imprévu, désiré, instinctif et qui tombe vraiment à pic. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'évoquer ce sujet en long, en large et en travers, mais que pour plusieurs raisons, je n'ose pas. Et en fait, il est temps d'oser, continuer d'oser, de faire pas mal de choses. Et donc, comme le titre de cet épisode l'indique, je vais parler des addictions, des substances en soirée, des drogues de manière générale, pas pour culpabiliser, pas pour répéter des choses que l'on entend partout, encore moins pour dire que je fais mieux que les autres et que j'ai la vérité absolue, pas du tout. Euh, j'ai envie d'apporter une vision différente. Et ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode parce que parce qu'il y a plein de choses dans ma vie en ce moment qui bougent tout le temps, parce que je me mettais la pression à faire des trucs parfaits, monter, nettoyer avec des montages complexes, comme si j'avais une équipe derrière moi pour m'aider, alors qu'en fait, je fais tout, enfin beaucoup de choses moi-même. Alors, si Paul, tu passes par là pour écouter l'épisode, je suis désolée, je ne suis pas passée par toi pour nettoyer les pistes. Et ça sera du brut de décoffrage et ça sera très bien. Je ne vais même pas prendre le temps de faire une cover graphique sur Canva parce que je ne suis pas graphiste et que à chaque fois je perds un temps monumental à mettre des lignes et des trucs pour faire des trucs beaux parce que j'aime le beau et que ça prend du temps. Donc là, je vais aller plus directement sur mon sujet. Je me suis quand même noté des points à évoquer au sujet des addictions. Euh, qui sont intrinsèquement liés à des problèmes beaucoup plus sociétaux. C'est pas possible de tout aborder en un épisode, donc évidemment qu'il y aurait des nuances à apporter dans ce que je dirais, qu'il y aurait des choses encore à développer, mais je vais faire au mieux de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que j'ai appris, et je vais partir de ce que j'ai vécu moi-même. Et je vais arrêter de me cacher en disant à moitié des sous-entendus sur mon propre rapport aux addictions et aux substances. Je vais arrêter de me cacher parce que de toute manière, tout le monde se drogue différemment par différents moyens. Certains sont admis et validés par la société, d'autres ne sont pas considérés comme des addictions alors que ça en est. Donc voilà, et puis c'est un sujet qui touche tout le monde. Je pense que si vous avez cliqué sur Play pour écouter cet épisode et que vous me suivez sur Instagram et qu'en plus vous continuez à suivre ce que je dis, c'est que vous êtes loin d'être stupide et que vous êtes clairement conscient de certaines choses et que peut-être mes mots vous interpellent, peut-être que vous ne comprenez pas tout et c'est ok, peut-être que juste vous me trouvez rigolote et tant mieux, ou pas, peut-être que je dérange parfois, mais là je vais être vraiment authentique et vulnérable pour cet épisode et je vais surtout vous laisser avec des choses en fait à aller creuser sur ce sujet des addictions et surtout des pistes de réflexion qui pourraient peut-être amener à des changements sans que ça soit source de je résiste contre, mais je ne ressens plus le besoin de. Et ça fait beaucoup de différence. Le chapitrage de cet épisode, parce que je me suis quand même noté des points. Merci à ceux qui m'ont fait des retours sur mes larges déviations. Et je vais aussi m'imposer une contrainte, à savoir de faire cet épisode en 1 heure maximum, puisqu'il paraît qu'on produit de choses splendides quand on est sous contrainte. Merci Charles pour la petite leçon. Le thème de cet épisode, les substances. Je vais mettre un petit peu de contexte par rapport à de quelles substances je parle. Je vais aussi vous rappeler un petit peu comment prendre cet épisode, comment le déguster. Euh, je vais vous raconter en fait mon histoire à propos des addictions, en sachant qu'il y a des choses que je ne mentionnerai pas parce qu'elles relèvent de l'intime et qu'il y a d'autres personnes en jeu dans ce sujet-là et que je ne vais parler que de ce que j'ai vécu. Je vais aborder ma légitimité d'en parler aussi, puisque ça fait beaucoup d'années que je me forme sans réaliser que je me forme sur énormément de sujets, que ce soit en matière de psychologie, de neurosciences, de santé. Euh, je parle pas sans savoir, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, et c'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles je ne préfère pas aller par intégrité, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de vous apporter une vision différente de ce sujet des drogues, de pourquoi en fait on a autant de mal à se passer de certains comportements et addictions, alors même qu'on a pleinement conscience que c'est pas de la folie quoi.
sur différents niveaux. Euh, je vais aussi parler du constat que je fais des gens qui disent qu'ils ont arrêté et qui le vivent comme une souffrance. Je vais aussi parler du sacré qu'il y a derrière les plantes, derrière les substances, parce qu'il y a quelque chose de sacré qui n'est pas respecté. Il y a quelque chose de sacré derrière le vin aussi. Voilà, je vais parler de ça. Je vais parler un petit peu de la santé quand même et de ce que j'ai pu constater sur moi avant et après. C'est une petite parallèle quand même. Et surtout, à la fin, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on va aller creuser en fait. Et surtout quelque chose à aller pister dans le corps pour amorcer quelque chose de l'ordre de en fait j'en ai plus besoin. Et un petit peu d'improvisation aussi, parce que je ne peux pas non plus me structurer au point d'être rigide. Euh, donc déjà le contexte dans lequel j'enregistre cet épisode, je suis chez moi. J'ai mon téléphone éteint depuis ce matin et je suis partie faire mon sport sans téléphone en embarquant un carnet de notes. Euh, c'est dans ces moments-là que j'entre dans un état de flow et que je traverse depuis un an sous différentes formes, par des pratiques somatiques, par des états de conscience modifiés, sans substance, et qui font que c'est des moments où je me sens extrêmement bien et je me sens extrêmement connectée à qui je suis et à ce que j'ai envie de dire. Et où là, du coup, j'avais pris un carnet de notes parce que je m'étais dit, je vais avoir peut-être de l'inspiration. Et j'ai repensé à ce message qui m'a dit, enregistre un podcast sur ce sujet, ça serait trop bien. Et j'ai dit, ok, je sais ce que je veux dire, je sais ce que je dois dire, donc je vais le faire en rentrant. Je ne vais pas rallumer mon téléphone, je vais ouvrir directement Audacity, ne même pas sortir mon micro, je vais faire confiance à mon Mac, et voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, il partira sur les ondes, et puis Inch'Allah. Euh, donc le sujet, c'est les substances. Quand je parle de substances, en soirée, il y a aussi toutes les substances du quotidien, évidemment, même si je ne vais pas tout évoquer. Là où c'est quelque chose qui est souvent vécu comme un conflit intérieur, c'est, je suppose, de savoir que boire trop d'alcool, par exemple, en soirée, ou lors d'un repas, ou même tous les soirs, les verres en terrasse, on sait tous, en fait, que c'est pas bénéfique pour la santé. On connaît l'impact que ça a sur nos organes, sur notre cerveau, etc. Et pourtant, on a du mal à s'en empêcher. Ok. Alors, il y a eu déjà des raisons sociétales, c'est évident. On est en France, on a cette culture du bon vin, des bons produits. C'est ancré dans l'histoire collective, dans l'inconscient collectif. Il y a une histoire de partage derrière, il y a une histoire de passer un bon moment avec des amis, avec sa famille. Concernant les drogues, quand je parle de drogue, je vais parler au sens de chimique du terme, et je vais pas avoir peur de dire le mot, je vais parler de cocaïne, d'ecstasy, de MDMA, je sais pas, bref, voilà, de kétamine, qui est, entre nous soit dit, quand même composé d'un énorme anesthésiant pour cheval, au passage, quand même. Alors, il y a peut-être des très grands étalons parmi vous, mais voilà. Euh, je vais évidemment parler de tout ce qui est euh, en fil rouge des substances plus naturelles, au sens de cannabis, issus de la nature en fait, donc du cannabis, de CBD, qui est en fait un extrait des cannabinoïdes, bon, c'est dur à dire, cannabinoïdes présents dans les fleurs de cannabis. Je vais aussi parler brièvement des champignons et autres, mais que j'englobe dans le même scope des trucs naturels qui sont utilisés depuis des millénaires par des traditions ancestrales. Et je parle en tout cas de tout ça quand je parle de drogue. Je parle aussi des drogues au sens d'addiction et de comportement que l'on sait ne pas être bénéfiques, mais qui sont tolérés par la société, ou en tout cas moins délétères de manière marquante sur la santé ou le cerveau, comme peuvent le faire les drogues. Mais ce sont des comportements
de type trop manger, pas assez manger. Alors, on sait très bien que la privation, dans le sens de anorexie, trouble alimentaire, ou que la boulimie, l'hyperphagie sont des addictions. C'est, on va dire, un peu plus toléré par la société, mais c'est tout aussi grave en fait pour le principe de fond que je vais évoquer. Il y a les addictions aux écrans, les addictions à certains schémas qui se répètent dans notre vie, mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que c'est pas le propos, même si moi je mets sous le scope des addictions tous ces symptômes-là qui en fait répondent uniquement à des émotions qui n'ont pas été réglées dans le corps, dans l'inconscient, que ça soit de cette vie-là, de l'enfance, du passé, etc., des besoins qui n'ont pas été remplis et qui se traduisent par des comportements, des consommations, etc., qui viennent juste pour étouffer des choses qui n'ont pas été comblées. Donc voilà le scope de quelle drogue je parle, de quelle substance je parle, mais je vais me concentrer au moins sur ce qui se passe en soirée et l'incapacité que l'on a souvent à se raisonner ou à s'en passer sans se sentir frustré ou pas à l'aise ou gêné. Je vais vous parler de mon rapport aux addictions. Pour ceux qui me connaissent vraiment, c'est un fil rouge dans mon histoire. Il y a 10 ans, j'étais au fond d'un lit d'hôpital et je pesais 28 kilos. Ça a été le pire moment de ma vie, dans le sens où c'était le moment où c'était ou bien je me laisse mourir, ou bien juste je me lève et je me démerde pour m'en sortir de cette anorexie, quoi qu'il en coûte et quel que soit le temps que ça prendra. J'ai passé plus de 13 ans à me débattre avec. Et il y a eu Alors il y a eu une progression, évidemment, il y a eu plein de choses, il y a eu énormément de connaissances accumulées sur moi, sur le pire de moi, sur le pire de mes traumas, sur le plus noir du psychisme. Et il y a eu évidemment des tonnes de livres pour comprendre ce qui se passait en moi, pour comprendre mieux le monde, pour comprendre cette autodestruction. Et du coup, quand on commence à plonger dans ces bouquins-là de psychologie, en fait, on se rend compte que l'être humain est multidimensionnel et qu'il est bien plus complexe que juste qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais gamin, qu'il y a une histoire de générations passées, de société, de culture, dans quel climat on a grandi. Il y a une histoire d'invisibles et probablement de vies qui sont antérieures à celle-ci. Mais vous le découvrirez dans le prochain épisode, ce sujet. Donc en fait, ça fait des années et des années et des années que je me forme sur ces sujets-là, sans le savoir. Que j'observe beaucoup plus que je voudrais, que j'analyse beaucoup trop, que je ressens beaucoup plus. Et depuis 2-3 ans où il y a eu vraiment un shift, par différentes pratiques, par différentes méthodes, par la découverte du tantra, par d'autres choses qui ne seront pas dans cet épisode, il y a eu un énorme shift et c'est surtout qu'ensuite, ça fait plus d'1 an qu'en fait je me forme, j'ai commencé à me former sur différents outils pour mieux comprendre le mécanisme des traumas, le système nerveux, les implications entre la dynamique énergétique aussi, parce qu'en fait on est un tout et que séparer le mental du physique ne marche pas. Marche pas sur le long terme. Sur toutes les problématiques de notre vie, quelles qu'elles soient. Donc ça fait plus d'1 an que, sans le dire, moi je me forme en fait avec différents mentors, avec différentes méthodes qui n'ont pas de diplôme forcément Calliope franco-français, parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont encore, en tout cas, pas hyper présentes en Europe, je trouve. Donc, j'ai eu mes plus grands enseignements par des mentors américains et autres, aussi quand je suis partie en Inde en novembre de l'année. Mon vécu, donc, avec les substances, j'ai bu mon premier verre d'alcool quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, mais j'ai eu ma première cuite, entre guillemets, cuite, j'avais peut-être 14 ans. Et je me rappelle très bien que c'était de la liqueur de mangue. C'était à base de liqueur de mangue et genre j'ai pas pu manger de mangue, le fruit, pendant des années après. J'étais traumatisée et genre ça me donnait envie de vomir. Ensuite, j'ai fait comme tout le monde parce que quand on a 15, 16, 17 ans, on a besoin de se sentir intégré, de se sentir reconnu, et je pense que c'est un petit peu le chemin qu'on prend tous, c'est qu'on a besoin de faire partie d'un groupe et qu'on se voit mal refuser quelque chose sur lequel on n'a pas autant la même vision sur les conséquences.
J'ai fait mes petites expériences, j'ai jamais été malade, je me suis jamais mise mal. Par contre, ce que j'avais très vite identifié, c'est que l'état dans lequel ça me mettait, où je perdais le contrôle, me faisait paniquer, me faisait regretter des choses que j'avais dites ou des manières dans lesquelles je m'étais comportée, et j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout ça, et surtout, je le digérais très mal l'alcool. Genre, ça me flinguait le ventre, même en ne buvant que 2 verres. Et mon ventre vraiment ne tolérait pas. Ensuite, bien, il y a eu l'anorexie qui s'est mise par-dessus, et ça, c'est une drogue pure et dure, en fait. Il faut savoir que les privations de nourriture extrêmes, et même sur du court terme, alors je demanderai validation par des nutritionnistes qui ont plus d'expertise, parce que je ne voudrais pas m'avancer sur des chiffres, mais de toute manière, les restrictions alimentaires déclenchent des mécanismes au niveau cérébral qui ont le même effet qu'une drogue, c'est-à-dire qu'on devient addict à cette sensation. Ça a le même effet que de la cocaïne. Ça a été une étude qui a été faite sur des rats, que l'on a privés de nourriture et qui avaient développé des comportements d'addiction à cette privation et qui se reprivaient eux-mêmes alors même qu'on leur proposait à manger. Voilà, c'était une étude passionnante, mais tout ça pour dire que les addictions, je l'ai bien tâté du doigt, sans substance du coup, entre guillemets, pendant des années. J'ai eu de l'hyperactivité, j'ai eu plein de mécanismes addictifs. En fait, j'ai un terrain addictif, je le sais. Et j'étais vraiment en train de sortir de l'anorexie il y a 3 ans, vraiment, vraiment, sur différents plans, en fait, pas juste alimentaire, mais c'est plus grand que ça, en fait, parce que c'est qu'un symptôme, l'alimentation. J'ai été hospitalisée une dernière fois, il y avait beaucoup de filles qui fumaient, et bref, j'ai commencé à fumer. Et j'ai trouvé du réconfort et un mécanisme de réconfort, ouais, dans la cigarette. Néanmoins, je ne fumais pas beaucoup, vraiment très très peu, et j'arrivais à m'en passer relativement bien. Et l'année dernière, en décidant de me lancer à mon compte, plus tout un tas d'événements perso qui ont fait que j'ai été vraiment très très mal à titre personnel, euh, j'ai comblé mon stress dans la cigarette. J'ai aussi momentanément comblé mon stress dans beaucoup de soirées. Enfin, j'ai comblé mon stress, mes émotions et ma tristesse, en fait, plutôt que de la régler dans mon corps. Et j'avais beau parler avec ma tête de ça va aller, motive-toi, etc. Bref, en tout cas, j'ai fait beaucoup la fête et j'ai pris des substances que j'avais découvert quand j'ai découvert la techno il y a alors 2 ans. Parce que ça fait partie du jeu en fait. Quand on va dans ces soirées-là, tout le monde tape. Tout le monde. Mais qu'on le veuille ou non, ça se voit. Mais à l'époque, moi, j'avais jamais rien touché de ma vie de cet ordre-là, hormis la cigarette et les verres d'alcool de temps en temps, mais très rarement. Et en fait, quand j'ai découvert ces substances-là en soirée, ça m'a apporté évidemment ces sensations d'euphorie et de décharge de sérotonine tellement puissante et d'émotions et de sentiments de proximité avec les autres qui n'existent vraiment que dans notre tête. Ça a eu un impact sur mon corps évidemment parce que ça a flingué à nouveau mon rythme hormonal que je galérais à faire revenir à la norme. Ça m'a fait perdre du poids parce qu'évidemment des substances comme l'ecstasy, alors j'ai pas pris grand chose dans ma vie mais j'avais déjà touché à l'ecstasy en tout cas quelques fois. Comment dire, ça coupe l'appétit, clairement. J'ai eu des très longues discussions avec des personnes qui sont spécialisées sur ces thématiques-là ou qui ont fait de longues recherches sur ces sujets-là, en off, dans mes rencontres, dans plein d'échanges que j'ai eus avec des personnes qui ont vraiment poussé ces sujets-là de manière très presque d'analyse scientifique. Ces substances nous mettent dans des états seconds qui sont même en fait un état naturel que l'on peut arriver à développer. Mais on y arrive mieux avec des substances ou avec de l'alcool parce que ces substances ont un effet de désinhibition et de retrait des masques que l'on rajoute beaucoup par-dessus nous au quotidien et qui nous protègent probablement de plein de choses. Là, je vais pas aller dans tous les détails parce que sinon je vois déjà que je parle de jeu depuis 21 minutes. Ces substances nous mettent dans un état d'euphorie, de connexion avec nous-mêmes, avec les autres, pas parce que c'est magique, mais parce que juste ça ouvre des canaux qui sont déjà disponibles à l'état naturel dans notre corps,
C'est-à-dire on va beaucoup plus ouvrir des zones invisibles de l'inconscient parce qu'on fait péter des barrières d'émotions, de blocages, de croyances limitantes, de plein de choses qui font qu'en fait on se permet d'être un peu plus qui on est et qu'est-ce qu'on pense, vraiment. Et aux gens qui viennent me voir, qui me disent non mais j'étais bourré, ça compte pas. Oh. Ah oui, je pense que j'ai dit mes plus grandes vérités les rares fois où j'ai été imbibée d'alcool, c'est très rare parce que j'aime pas ça, ou en tout cas quand j'ai été sous substance. Par contre, le problème de ces substances-là, c'est que, je parle des drogues synthétiques, hein, MDMA, ecstasy, etc., c'est que souvent elles sont déjà de base de mauvaise qualité. Je pense qu'il existe de très bonne qualité de certaines drogues qui sont prises dans un certain contexte avec une certaine intention, et ça n'est pas du tout la même chose que aller en soirée et se mettre dans ces états-là parce qu'on ne sait pas faire autrement en fait. Il y a vraiment une différence en fait aussi de comportement, de pourquoi on prend quoi et à quel but on le fait. Donc il y a aussi ça, mais je ne vais pas aller sur ça encore parce qu'il y aurait encore une heure à développer sur ça. Le problème dans les soirées et dans les consommations telles qu'elles sont faites ici, aujourd'hui, de manière générale, que ça soit en ville ou à la campagne, quand il y a des soirées et où les gens boivent trop ou prennent des substances chimiques ou du cannabis, même si les mécanismes d'action sont... Enfin, la plante à la base, enfin, la substance n'est pas la même, le mécanisme d'action n'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, quand on cherche à atteindre des états modifiés par des substances, le problème c'est qu'est-ce que ça vient, à quoi ça vient répondre et de qu'est-ce qu'on cherche à éviter et qu'est-ce que l'on croit à ce sujet-là qui nous oblige et qui nous pousse à prendre ou à consommer ou à adopter tel comportement. Là, je ne vais pas aller sur les comportements, mais en tout cas les substances, l'alcool et les drogues. Qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous, de quoi ça nous protège? Qu'est-ce que ça nous évite d'affronter en fait si vraiment on se passait complètement de devoir prendre ces choses-là pour se sentir bien en soirée. Mon rapport avec les substances, parce que là j'ai parlé de ce que j'ai pris, mais j'ai quand même arrêté. J'ai arrêté parce que en fait, en parallèle de ces festivités un petit peu intenses pour noyer ma tristesse et me sentir à nouveau bien, et surtout parce que j'avais des émotions qui n'étaient pas digérées au niveau physique que j'ai tout fait par différentes substances, la cigarette, les drogues en soirée. C'est à ce moment-là où en fait j'ai fait des expériences d'ecstatic dance avec zéro substance, de pratiques somatiques puissantes, d'activation énergétique inspirée du tantra, que j'ai appris en fait à juste ressentir dans le corps monter. C'est l'énergie sexuelle, mais c'est pas le sujet de cet épisode encore une fois. Mais toutes ces pratiques-là qui reviennent dans le corps et qui ont à la fois un rôle de libération émotionnelle et de connexion à soi, à son soi profond, faisait que de plus en plus j'étais en mode mais je peux pas continuer à prendre des substances alors que je suis en train de me débarrasser de blessures qui me faisaient avoir peur d'être abandonnée, qui me faisaient avoir peur d'être jugée, qui me faisaient avoir peur d'être différente, qui me faisaient avoir peur de plein de choses. Et comme je quittais ça, comme je perdais ces choses-là au fur et à mesure, et que je les remplaçais vraiment par la sensation de mériter le meilleur, j'arrivais plus à me regarder les yeux dans les yeux et me voir prendre des substances alors que j'arrive à me mettre dans un état de conscience modifié juste quand je marche, juste quand j'écoute de la musique et que je fais du sport en même temps, quand il y a certains BPM, en fait j'arrive à partir tellement loin quand je suis avec certaines personnes qui ont fait tomber leur masque aussi et qu'on se regarde droit dans les yeux, mais en fait on arrive à se percher bien plus puissamment qu'avec n'importe quelle drogue, et surtout on n'a pas d'effet secondaire et, on se rappelle de tout, et surtout c'est entièrement vulnérable. Et alors là je parle des échanges avec des personnes où, voilà. Quand j'étais en Inde et que j'ai fait j'ai participé à une ecstatic dance dans la nature, il y avait évidemment no alcohol, no drugs, no tobacco. Il y avait une énergie qui était dégagée autour, qui était à l'intérieur, où vraiment c'était tellement ressourçant, c'était tellement joyeux, c'était tellement simple. C'était
des gens qui n'ont pas besoin de se cacher, qui n'ont pas besoin d'utiliser euh, de l'alcool ou des drogues pour avoir confiance en eux et aller parler aux autres. Parce qu'en fait, je suppose que c'était des personnes qui avaient aussi, peut-être pas toutes, mais pour la plupart fait un énorme travail, et aussi parce qu'elles baignaient dans la culture indienne, et que quand on est à Goa, et que pour certains ils y vivent la moitié de l'année, et que ils passent beaucoup de leur journée à faire soit des méditations, soit des cours de yoga, soit à juste ralentir et être loin du monde actuel, moderne dans lequel on est ici en Occident, forcément, il y a aussi une conscience collective et une culture qui font qu'ils sont beaucoup plus sensibles à ce travail sur soi et ce travail énergétique. Et donc quand j'étais dans cette ecstatic dance et que il y avait le Samart avec qui j'avais fait le stage de tantra pendant plusieurs jours, il était là, il était devant des basses et il était mais tellement parti loin. Et on avait eu une discussion ensemble sur des drogues, etc. Et c'était lui qui m'avait parlé aussi, pour la première fois, du caractère sacré des plantes. Et là, je vais parler du caractère sacré et d'une invitation à la réflexion de comment on consomme en soirée, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme, qui c'est qu'il y a derrière le produit, en fait. Qu'est-ce que ça vient remplir à l'intérieur de soi, enfin, d'où ça vient, en fait, parce que ça a de l'impact, d'où ça vient. Et il m'a parlé pour la première fois du côté sacré des plantes. Ensuite, j'ai eu d'autres discussions autour de ça, notamment avec une personne qui a travaillé, qui a fait partie de la Société psychédélique de France. J'ai vraiment appris de ce sujet du côté sacré des plantes. Et le tabac, par exemple, au-delà effectivement de niquer les poumons et de vraiment être un manque de respect total envers sa propre personne, il y a depuis des centaines et des siècles, je n'ai pas l'histoire du tabac en tête, je ne connais pas ça dans le détail, mais que ce soit dans plusieurs cultures, de plusieurs pays qui cultivent le tabac avec une certaine attention. Aujourd'hui, ça n'est évidemment pas la manière de consommer des Marlboro ou des Camel, on est d'accord, il n'y a pas les mêmes choses dedans, il n'y a pas la même intention derrière, il n'y a pas les mêmes rites, il n'y a pas les mêmes rituels, il n'y a pas le même environnement et de pourquoi on le prend en fait aujourd'hui. Concernant ce côté sacré, étant donné la qualité de ce que l'on peut prendre en soirée, par exemple l'alcool, on est loin du verre de vin posé au milieu de la table, qui a été vieilli en fût de chêne par le producteur d'à côté, qui est bu de manière occasionnelle et dont on sait qu'il y a aussi des bienfaits au niveau des tanins, au niveau de la santé cardiovasculaire. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas dans toutes les mêmes quantités pour tout le monde, c'est encore une histoire de contexte. Mais voilà, il y a une différence entre vider un litron de bière bas de gamme en festival et profiter d'un très bon verre de vin avec des amis autour d'un bon repas parce qu'on sait qu'on a choisi le vin, parce qu'on sait d'où il vient, qui l'a fait, comment, pourquoi. Je sais que je vais loin, mais j'assume. Et c'est la même chose pour les drogues en fait. Qui vous a vendu ça? Entre quelles mains elle est passée? Avec quel argent? Qu'est-ce qui a été rajouté dedans? Mais il y a aussi la question de pourquoi on le prend, l'intention qu'il y a derrière, à quoi ça répond, et aussi les gens qui prennent autour. Quand je dis les gens qui prennent autour de nous, c'est que quand on fait un gros travail sur soi, de libération de toutes les parts d'ego blessées, etc., qui datent de X Mathusalem, de l'enfance, des générations passées, etc., qu'on détricote un peu et que juste on se libère de plein de choses, on devient aussi beaucoup plus sensible. On arrive à se mettre dans des états de conscience modifiés, de flow, d'instinct, de plaisir, de joie, de, en fait, de l'état de l'enfant qu'on était sans toutes les blessures, les petits traumas, les petites frustrations, toutes les harcèlements qu'on a pu avoir, les maux de notre famille, les incompréhensions, plein de choses, les agressions, j'en passe. Quand on fait tout ce travail-là de détricotage et de libération en profondeur, on retrouve un état beaucoup plus naturel et primitif qui fait qu'on est aussi beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour et qu'on est beaucoup plus fatigué. En tout cas, je le vis comme ça pour l'instant. Je suis beaucoup plus fatiguée quand je vais dans des environnements festifs où il y a beaucoup de gens qui sont dans l'abus vis-à-vis d'eux-mêmes, dans l'inconscience, dans la déraison la plus totale, où en fait
je ressors des fois vidée d'énergie parce que j'essaye de me connecter à la musique, etc. Et je suis triste un peu de ça parce que pour l'instant, j'arrive pas encore trop à me protéger tout le temps. Donc j'apprends aussi à faire la barrière. Mais c'est un peu frustrant. Mais ce que je voulais dire à propos de l'énergie qu'il y a autour, c'est que quand on prend ces substances-là, si vous en prenez, comme vous ouvrez des canaux au niveau inconscient, vous résonnez aussi avec tout ce qui se passe autour. Et ça, on n'en parle pas. Ça, personne ne le dit, ça, personne ne semble s'en rendre compte. Alors, les personnes avec qui j'en discute, parce qu'on parle beaucoup de ces sujets-là, de conscience, de spiritualité, d'énergétique et de ces sujets-là, on le sait. C'est-à-dire que quand on ouvre des canaux et qu'on se libère à ce point, alors soit parce qu'on a soigné des choses, soit parce qu'on prend des substances et que de manière forcée, en fait, on débloque un peu des canaux, on ouvre des choses, euh, on chope aussi beaucoup de choses qui se passent autour. Du bien et du mal. Et donc, il y a aussi cette chose-là de se dire, si je vais en soirée aujourd'hui et que je prends des substances alors que je suis entourée d'une armée de gens qui, ne, qui ont des comportements que je ne juge pas de mauvais ou de nuls ou de quoi qu'est-ce, enfin juste, ils font de leur mieux, ils font ce qu'ils peuvent et puis en fait, ils ont besoin de ça pour le moment dans leur vie parce qu'ils n'ont peut-être pas les connaissances, le recul ou la capacité à affronter ou à envisager de profiter de la vie différemment en fait. Enfin sans ça. Et mieux, j'ai envie de dire, vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus plaisante sans tout ça. Donc c'est aussi un choix que je fais de ne pas prendre de substances ni d'alcool dans ces soirées-là, parce que l'état dans lequel ça pourrait me mettre, déjà je sais me mettre sans, quand je suis bien entourée, et surtout, je serai moins en mesure de filtrer ce que je reçois des autres. Et c'est surtout qu'aussi quand on ne prend rien et qu'on arrive à kiffer en soirée sans rien, euh, on voit l'état dans lequel ça met d'un point de vue extérieur. Et vraiment, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je sais que quand on prend ces choses-là, on a l'impression qu'on a trop confiance, on est trop beau, on est trop on est trop bien, on est trop... c'est ouf, tu vois. Et c'est génial, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, je suis trop connectée, je suis trop... Et en fait, quand tu prends rien et que tu vois les gens, ils se marchent dessus, ils ont les yeux vides. Euh, donc c'est pas des états de conscience modifiés qui nourrissent, c'est des états de conscience modifiés qui anesthésient parce qu'il y a derrière aussi des produits qui ne sont pas de bonne qualité, une intention qui n'est pas la bonne, et qu'il y a en fait dessous, et j'y viens, des gens blessés. Et là, mon invitation, ça va être, je vais pas te dire d'arrêter. Je vais pas te dire, je vais pas te répéter un énième truc que tu entends déjà, il suffit de se motiver, il suffit de machin. Bien sûr que ça compte, la motivation, bien sûr que l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur les performances sexuelles, sur les troubles, sur les niveaux de testostérone des hommes et des oestrogènes des femmes. Je sais que ça compte pour vous, alors du coup, je le dis, mais c'est quand même une chose importante à dire. Sur les niveaux de concentration, sur la mémoire. Genre littéralement, je parle à des gens que je connais qui tapent depuis un moment, mais ils sont à côté de la plaque. Ils s'en rendent même plus compte. Ils perdent la mémoire. Ou en tout cas, tu sens qu'il y a des problèmes de concentration. C'est quand même dommage d'avoir 30 balais et en fait de perdre des... Enfin bref, voilà, des performances cérébrales à cause d'un truc qui... Jusqu'où on va en fait. Bon, mais ça vous le savez très bien. Et du coup je vais pas le répéter parce que on l'entend suffisamment. On sait très bien que l'alcool et le foie au secours. Que si vous faites du sport et que vous êtes assez actif, vous voyez très nettement la différence entre un matin où vous allez au sport et où vous avez mangé calmement chez vous, chill, un bon repas, sans rien, et la différence avec si vous avez pris 3 pintes la veille, c'est clair et net, on se transpire, ça pue. Il n'y a rien qui va, mais j'aime pas du tout l'alcool, donc j'aime bien les cocktails, mais de temps en temps, rarement. Passons. Donc je vais pas répéter des choses que l'on sait déjà, et surtout j'ai pas envie de dire, c'est vrai qu'en fait on s'amuse moins, mais bon il faut accepter. Mais non, c'est pas du tout ça, parce que ça c'est un peu l'autre discours
des gens moralisateurs qui vont te raconter par A plus B que en fait ils ont décidé d'arrêter l'alcool et les drogues parce que ils avaient décidé que bon, bref, peu importe, ils racontent ça et ils te font les avant-après de maintenant bah oui, je suis un peu plus tout seul en soirée, je m'amuse moins bien, je me sens différent, j'ai un peu peur d'être jugée, je me fais juger, les gens me demandent pourquoi je bois pas, si je suis enceinte, etc. Ok, ok. Mon discours, c'est de dire que quand tu soignes à la racine le besoin qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été entendu à un moment dans la vie, l'émotion qui est encore, la peur qui est dessous, enfin tout en fait, la petite blessure qui est dessous et qui est étouffée par des protections et notamment les drogues, pas que mais notamment. Quand tu enlèves le problème à la racine, tu n'es pas en train de lutter contre ton envie de te droguer, de prendre de l'alcool ou de profiter. T'es pas en résistance de ah c'est pas facile quand même, juste tu n'en as plus besoin parce que tu te retrouves et tu t'enjailles différemment, enfin tu t'enjailles mieux sans ça. Ou alors tu choisis l'intention, la plante, le contexte et les personnes avec qui tu fais ça. Et là c'est une autre histoire. Parce que ça ne vient pas répondre à je vais avoir confiance en moi, si jamais je prends rien, je vais pas réussir à tenir toute la nuit. Et donc, bah, je vais devoir juste apprendre à m'écouter et me respecter. Et donc, quelle est la part de toi qui a peut-être à un moment donné pas été respectée dans ta vie, à qui on n'a pas respecté des limites et qui fait que du coup tu n'en as pas avec toi-même? C'est ces choses-là en fait que j'ai vraiment envie de tirer. Quand tu tires ces fils-là, tu arrives à comprendre qu'est-ce qui se passerait si je prenais rien? Qu'est-ce que je ressentirais vraiment? Genre, d'imaginer vraiment dans ton corps, là, t'es en soirée, tu t'imagines, et tu t'imagines, on te dit, qu'est-ce que tu prends? Ben, je vais prendre ce qui servent, je sais pas, un coca, un Red Bull, n'importe, un truc sans alcool. Euh, et juste, je vais écouter la musique, et je vais me concentrer sur ce qui se passe, et je vais regarder les gens dans les yeux, et juste, je vais me connecter vraiment à mon corps, à mes sensations, etc. Est-ce que j'ai un truc dans le corps là qui dit ah mon dieu, je suis vraiment différent? Qu'est-ce que ça dit? Ah, je vais être jugé. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit en fait d'être jugé? Qu'est-ce qui se passerait? À quel endroit est-ce que tu as été jugé en fait dans ta vie? Et qu'est-ce que tu sens dans le corps? Genre, est-ce que c'est un nœud dans le ventre? Est-ce que c'est une tension dans les épaules? Ce sont des pistes que je tire. C'est pas l'épisode fait pour initier une pratique somatique, ni même d'aller plus loin dans les détails parce que évidemment je ne peux pas aller aussi loin dans la nuance parce que je ne sais pas qui écoute. Parce qu'on a tous une vie différente, un rapport différent à ces sujets-là, parce qu'on a probablement tous vécu des choses différentes ou pareilles, mais qu'on les a intégrées d'une manière différente. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on apprend à écouter, à se regarder avec honnêteté, à se rappeler de ses valeurs et surtout à ce qu'elles soient incarnées à la racine dans le corps, qu'on le ressente, que ça soit vraiment aligné en fait. On n'est plus dans un état de chercher des choses extérieures pour étouffer des choses ou pour les masquer parce que juste, on n'en a plus besoin. Bien sûr que les patchs de nicotine m'ont beaucoup aidé. Bien sûr que je me suis aidée de l'ashwagandha et de la griffonia parce que ce sont des plantes adaptogènes qui aident à réguler aussi les niveaux de sérotonine, d'hormones du bien-être, dont on sait qu'ils sont perturbés quand on fume. Bien sûr que j'ai mis en place des choses et des habitudes, bien sûr que j'ai craqué à plusieurs fois, bien sûr que je m'en suis voulu, et bien sûr que je vais me replanter dans ma vie plein de fois en fait. Mais parce que je sais qu'à ce moment-là, il y a des choses qui remontent à nouveau à la surface, parce que je pense que toute notre vie, par rapport à ce qu'on a vécu dans cette vie-là ou dans d'autres vies, il y a des choses qui reviennent, des peurs qui reviennent, et qu'à chaque fois, on sera à nouveau testé, en fait, sur notre capacité aussi à qu'est-ce que j'ai à apprendre, c'est quoi mon contrat avec cette substance-là, cette addiction-là. Est-ce que
J'ai plein d'exemples et je veux pas dire de choses qui feraient du mal et qui blesseraient, donc je vais m'arrêter là dans pas longtemps. Mais j'ai dans mes amis, dans mes connaissances ou dans des personnes que j'ai connues et que j'ai côtoyées, des personnes qui ont l'air d'aller tellement bien, qui ont l'air d'être tellement joyeuses, qui sont des personnes qui ont l'air tellement... qui sont profondément bonnes, parce que nous sommes tous profondément bons. Et je les vois, je comprends maintenant des choses imbriquées qui peuvent se cacher dessous, parce que j'observe beaucoup et parce que je me forme, et puis parce que j'accompagne aussi des personnes. Et ça me rend triste en fait. Parce qu'il est possible d'avoir une vie beaucoup plus sans tout ça, plus vraie, sans toutes ces choses-là que l'on se rajoute dans notre vie, sans tous ces comportements qui viennent en fait répondre à des choses plus ancrées en fait, qui sont vraiment pas forcément faciles à affronter, dont on a peur, on a souvent peur de regarder son enfant intérieur, genre oulala, qu'est-ce que je vais trouver, alors qu'en réalité, c'est plutôt un chemin de soulagement, c'est genre, ah mais en fait je peux respirer, et, et voilà, et voilà, est-ce que je vais réécouter ce que j'ai raconté pour enlever les morceaux d'hésitation ou quoi, j'en sais rien. Oh mon dieu, j'ai parlé 45 minutes, je sais même pas si ça a un fil rouge, je vais encore recevoir les messages de mon frère qui va me dire Marie, t'es partie dans des délires pas possibles, on n'a rien capté. Bah, c'est pas grave, si ça parle à quelqu'un qui m'a suivi mon fil rouge, ça compte. Et surtout, j'ai un merci et un encouragement et un bravo aussi à témoigner à une femme qui m'a fait confiance depuis plusieurs mois pour que je la guide. Et qui avait 20 ans derrière elle d'addiction et de souffrance. Et le chemin est long. Le chemin est long quand c'est aussi loin derrière. Et je suis un peu émue à raconter ça et je garderai son anonymat, mais elle se reconnaîtra. Elle avait des comportements addictifs, notamment des médicaments, et elle était sous anxiolytiques et antidépresseurs depuis des années, au point d'être privée en fait de beaucoup de choses à l'état naturel. Je ne dis pas que les médicaments sont mauvais, loin de là, ils sont parfois nécessaires, mais là ça en devenait une camisole chimique pour elle en fait. Elle a une volonté de faire, ça compte quand même, mais elle n'a pas eu peur de plonger en fait, et des échanges que je tire avec elle et de voir en fait qu'elle a quasiment arrêté tous les antidépresseurs, tous les anxiolytiques, avec un accompagnement médical en parallèle, bien sûr, pour surveiller. Et bien sûr, c'est pas facile tous les jours en fait, mais la vie n'est pas facile quand on commence à affronter ce qu'il y a dessous. Mais par contre, les moments de plaisir sont aussi beaucoup plus authentiques et beaucoup plus plaisants. Oh là là, j'ai envie d'expliquer des choses beaucoup plus nuancées, j'ai envie d'aller dans plus de détails, mais je vais me retenir. J'espère qu'il va sortir ce soir, je sais pas, demain, en même temps que la vidéo que je voulais poster, j'en sais rien. Et là, ce que vous savez pas, c'est que quand j'enregistre un podcast comme ça et que je parle, j'entre dans un état de conscience modifié. Mais personne ne le voit. Et vous allez dire qu'elle est complètement perchée. Je paye mes impôts en France, hein, j'ai beaucoup de choses très structurées, très basico-basiques de quelqu'un de très très normal. En fait, je suis très très normale. Je suis peut-être... J'ai jamais été aussi normale de ma vie, peut-être. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec ça. Je sais même pas comment ça va sortir, où est-ce que ça va sortir, parce qu'il y a plein d'étapes de techniques à régler avant que ça soit en ligne quelque part. Bon, sur ce, bonne soirée, bonne journée. Visualisez la prochaine fois que vous avez envie de boire un verre, qu'est-ce que ça vous ferait si vous vous en absteniez. Genre, qu'est-ce que ça vous fait ressentir. Et ça, c'est valable pour le téléphone, les réseaux, les comportements, les addictions, la tablette de chocolat qu'on dégomme, qu'est-ce que ça vient répondre comme besoin qui n'a pas été écouté. Juste, sans même le faire, sans même se dire j'y vais, je fonce, c'est vraiment déjà d'écouter dans le corps qu'est-ce qui se passerait et quelles seraient les peurs qui émergeraient à l'idée de... Ou en tout cas, qu'est-ce que je viens rechercher, qu'est-ce que je viens nourrir comme émotion quand j'agis de telle sorte. Qu'est-ce que ça me fait ressentir. Sur ce, bonne journée.